Salut les Globetrotters, aujourd'hui je vais vous parler de ce petit bébé, le Nikon Z6, et la question qu'on va se poser c'est est-ce que ça vaut le coup de l'acheter en cette fin d'année 2020 ? Alors oui, la question peut paraître débile parce que le Z6 est sorti il y a seulement 2 ans, mais avec la sortie récente de l'A7S III et du Canon R5, je suis sûr qu'il y a beaucoup de créateurs qui jugent même pas utile de le considérer. Cette vidéo n'a pas pour but de lister des caractéristiques techniques, vous pouvez déjà trouver ça ailleurs super facilement. Ici l'idée c'est plus de vous partager mon expérience parce que j'ai eu la chance d'utiliser le Z6 pour un tournage professionnel pour l'Office de tourisme d'Andorre en février dernier. Et d'ailleurs si vous voulez voir le résultat, je vous le mets juste ici. Petite précision, pour ce tournage j'ai aussi utilisé une DJI Osmo Action pour les plans sport et un Parrot Anafi pour les images aériennes. Mais revenons-en au Z6. Avant de vous lister les points forts du Z6, ça me semble important de préciser que j'ai été rémunéré par Nikon pour utiliser leur boîtier dans le cadre de ce tournage en Andorre et pour vous partager mon retour d'expérience dans cette vidéo. Cela étant dit, je vais évidemment faire de mon mieux pour rester honnête et impartial, mais ça me semblait quand même important de le préciser. Alors déjà, premier point, je trouve que les objectifs Nikkor sont des super objectifs, honnêtement. Personnellement, ça fait plusieurs années que j'utilise du Sony. Donc j'ai deux objectifs G-Master, le 24-70 et le 16-35. J'ai aussi utilisé le 24 mm 1.4, donc je connais pas mal la gamme G-Master. Et du coup, je vais pas mal comparer avec cette gamme-là, parce que par exemple, je connais pas bien les objectifs Canon. Mais ce qu'on peut voir déjà, c'est que par exemple sur le 24-70, il est légèrement plus compact que le 24-70 de chez Sony. Donc déjà ça c'est un premier point qui est assez intéressant. Après on a aussi un objectif qui est plutôt plus complet, avec un petit écran LCD ici qui te permet d'avoir plus d'informations. Par exemple quand tu shootes de nuit, ça peut être assez utile. Donc moi je trouve que à première vue comme ça, surtout sur le 24-70, mais je pense que c'est aussi vrai sur les autres objectifs, les objectifs Nikon sont plutôt un peu plus complets que ceux que j'ai pu utiliser chez Sony, et en plus de ça, ils sont moins chers. Par exemple sur le 24-70, il y a un différentiel quand même de 400 € par rapport au 24-70 de chez Sony, donc voilà, c'est déjà un premier point qui est quand même super intéressant. En plus du 24-70, du 24-70 monture Z que j'ai pu utiliser, on a aussi utilisé le 35 mm 1.8 monture Z également. On a également utilisé le 70-200, alors là c'était pas une monture Z, donc il fallait une petite bague d'adaptation, ce qui fait que l'objectif est quand même super long, super encombrant, mais malgré tout ça reste un très bon objectif. Et on a aussi utilisé le 14-30 f4, qui était aussi un objectif super intéressant. On a pu faire des photos de nuit avec, on a pu filmer aussi quand on avait besoin de faire des plans larges, et honnêtement j'étais très content de ces objectifs Nikkor. Autre point positif, je trouve que le Z6 est vraiment ergonomique, plutôt un peu plus ergonomique que l'A7 III que j'utilise régulièrement. Je trouve qu'il y a une bonne prise en main, les boutons sont assez bien placés, je trouve que le fait qu'il soit un tout petit peu plus, que la poignée soit un petit peu plus grosse, fait qu'on a l'impression quand même de mieux le tenir. Moi qui suis habitué au menu Sony, je trouve qu'il y a aussi un menu chez Nikon qui est plutôt plus intuitif. Alors il faut quand même s'y adapter, ça m'a pris un peu de temps pour m'y faire, mais je trouve que c'est quand même assez intuitif. C'est plutôt plus clair que chez Sony. Et c'est assez facile de naviguer et de faire ses réglages personnalisés. Ce qui m'amène du coup au troisième point positif, c'est la possibilité de personnaliser tes réglages, notamment avec les réglages U1 et U2, mais aussi avec les boutons fonction 1 et fonction 2 là, juste ici. Moi j'avoue que je m'en sers pas trop, je trouve pas ça super pratique de mettre ça ici, mais pour certains ça peut être utile. Après ça, je trouve que c'est un boîtier qui donne une vraie impression de robustesse, plutôt plus que chez Sony. En plus de ça, il est a priori bien plus étanche. On le voit ici là au niveau des prises ici. Voilà, ça semble beaucoup plus étanche. Et je pense que c'est un boîtier qui résistera quand même beaucoup mieux si jamais vous le mouillez ou dans des conditions d'humidité. Bon évidemment en une semaine j'ai pas eu le temps de le pousser à bout au niveau des conditions, mais a priori tous les avis et tous les tests semblent être assez clairs là-dessus. Le Z6 est quand même mieux armé pour résister aux conditions climatiques et à l'humidité. L'autofocus est de très bonne facture, honnêtement. Je dirais pas qu'il est meilleur que chez Sony, je pense qu'il est peut-être un petit peu en dessous. Surtout en basse luminosité pour le coup, là il est un peu perdu. Mais ce que j'ai bien aimé quand même, c'est la possibilité de sélectionner un point en tactile et du coup de le suivre en autofocus.
Mais honnêtement, franchement, l'autofocus est de très bonne qualité. Je m'en suis beaucoup servi pour ce tournage et j'ai pas eu beaucoup de choses à redire. Autre point fort, on a un écran qui est très lumineux et vraiment net. Et ça change vraiment par rapport à Sony parce que Sony, l'un des gros inconvénients des boîtiers Sony, alors j'ai pas eu l'occasion de tester l'A7S III encore, mais en tout cas sur l'A7 III et les boîtiers antérieurs, moi je trouve qu'il y a un gros problème lorsque tu filmes en plein jour. Tu es obligé de regarder dans le viseur parce que sinon c'est quasiment impossible de voir sur l'écran. Et là-dessus, sur le Z6, c'était beaucoup plus satisfaisant. On a un écran qui est plus lumineux, qui est plutôt plus net. Donc ça, c'est vraiment un vrai point fort pour tout ce qui est tournage en extérieur. En ce qui concerne la stabilisation, elle est aussi très efficace. Difficile sur un test aussi court de la comparer avec les autres marques et de dire laquelle est la meilleure, mais en tout cas, moi j'ai rien à redire. La stabilisation était vraiment de très bonne qualité et c'est carrément possible de shooter à la main. C'est tout ce que j'ai fait là pendant la semaine, on n'avait pas de stabilisateur, donc on a tourné tout le temps à la main. Et franchement, rien à redire. En ce qui concerne les performances en basse luminosité, franchement, c'est plutôt correct. C'est plutôt pas mal. On a pu filmer de nuit. On a dû du coup pas mal monter dans les ISO jusqu'à 3200, voire peut-être du 6400. Et franchement, je trouve que le bruit est pas trop gênant. Tu peux quand même pas mal monter dans les ISO sans trop dégrader l'image. Alors, à mon avis, on n'arrive pas aux mêmes performances que chez Sony. Parce que bon, Sony, on sait de toute façon que c'est vraiment la référence pour les images en basse luminosité. Mais honnêtement, le Z6 n'a pas trop à rougir, même si ça reste quand même un petit peu en dessous de la 7 III. Mais je trouve que quand même c'était vraiment très satisfaisant. Et enfin, le dernier point qui est un point fort que j'ai pas forcément pu tester, mais qui est vérifié et qui a pu être testé par beaucoup d'autres personnes, donc là-dessus je pense que vous trouverez beaucoup de contenu, c'est la possibilité d'enregistrer en externe sur un écran Atomos par exemple, et d'enregistrer du coup en 10 bits 422, ce qui permet d'avoir une super qualité d'image, de pouvoir vraiment retravailler les couleurs à fond. J'ai pas pu le tester parce que j'avais pas d'écran Atomos et en plus de ça, moi je privilégie toujours d'avoir des configurations vraiment compactes, donc c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse sur les tournages comme ça en voyage, mais en tout cas c'est une possibilité. Si jamais un jour vous avez besoin d'avoir vraiment la meilleure qualité possible, c'est possible de faire un enregistrement en externe et ça c'est quand même un vrai point fort. Alors évidemment, c'est beaucoup moins un point fort maintenant que la 7S III et le Canon R5 sont sortis, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose à noter. Alors, le premier point faible pour moi, c'est l'utilisation de cartes XQD. J'ai conscience que c'est des cartes qui sont censées être plus robustes et plus rapides, plus fiables que les cartes SD. Mais personnellement, moi, j'ai jamais eu de soucis avec les cartes SD. Ça s'est toujours très bien passé. Ça fait quand même maintenant 5 ans que j'utilise ça. Donc j'avoue que je vois pas forcément l'utilité d'utiliser des cartes qui sont différentes parce que du coup, ça te force à racheter de nouvelles cartes, à racheter un adaptateur pour finalement un avantage qui est pas si évident à mon sens. Alors après, peut-être que je dirais autre chose si jamais il m'arrive un souci avec les cartes SD. Mais moi je trouve que les cartes SD c'est quand même plutôt fiable et qu'il n'y a pas forcément besoin de passer sur du XQD. Donc voilà, en plus ça prend de la place, voilà, je suis pas vraiment convaincu par l'utilisation des cartes XQD pour le coup. Deuxième point faible que j'ai pu constater, je vous en ai déjà un peu parlé parce que je trouvais que l'autofocus est de bonne qualité, mais par contre en basse luminosité, là c'est beaucoup moins le cas. J'ai eu vraiment des problèmes pour faire des mises au point lorsqu'on a tourné en soirée. Donc voilà, moi je trouve que ça peut être vraiment nettement amélioré et du coup c'est quand même quelque chose à noter si jamais vous avez souvent des choses à tourner de nuit ou en basse luminosité et que vous comptez sur l'autofocus. Voilà, sachez que ça répondra pas forcément. Personnellement, je suis habitué au Picture Profile de chez Sony et je trouve que c'est vraiment très complet. Tu peux shooter en HLG2, HLG3, tu peux shooter en S-Log, enfin voilà, il y a quand même beaucoup d'options et c'est des options sur lesquelles t'as pas forcément beaucoup besoin de rentrer dans les paramètres et d'ajuster toi-même. Là, chez Nikon, je trouve que c'est peut-être un peu moins garni. T'as le mode auto, standard, neutre, vivide, monochrome, portrait, paysage et
plat, flat. Évidemment, après, tu peux rentrer dedans et ajuster les paramètres toi-même et te créer un peu ton propre picture control. Donc ça, c'est bien, mais je trouve que c'est quand même pas mal d'avoir un picture profile ou un picture control ou un profil image, je sais pas comment vous l'appelez. Je trouve ça quand même bien d'avoir quelque chose clé en main que tu peux après facilement retoucher. Et j'avoue que là-dessus, je trouve que Nikon est peut-être un petit peu... voilà, je pense que ça peut être retravaillé. En tout cas, moi, ça m'a gêné, mais encore une fois, mon avis est peut-être biaisé parce que ça fait très longtemps que j'utilise du Sony. Après, j'ai cru comprendre que c'était possible de créer ta propre courbe et de l'importer sur le boîtier grâce à un logiciel. J'ai pas pu le tester personnellement. Si jamais certains d'entre vous l'ont testé, bah, n'hésitez pas à nous faire un retour en commentaire. Mais en tout cas, il y a cette possibilité-là quand même à noter. Mais malgré tout, à mon sens, je trouve que c'est un petit point faible. Autre point faible, mais qui est commun à son équivalent, donc la 7 III chez Sony, bah, c'est l'impossibilité de faire pivoter l'écran. Donc voilà, on a un écran qui peut s'ajuster comme ça vers le haut et vers le bas, mais il peut pas être pivoté sur le côté. Et bah, ça, aujourd'hui, je trouve que c'est quand même un vrai point faible parce que bah, c'est devenu quand même assez courant de retourner la caméra vers soi et donc ça peut être utile pour faire son cadre et voir si la mise au point est bonne. Ou même parfois tu peux être amené à filmer ou à prendre une photo contre un mur et du coup bah, évidemment si tu es contre le mur et que tu peux pas pivoter l'écran, c'est quand même un peu compliqué. Et enfin, dernier point que j'ai pu noter et qui pour le coup a été parfois un peu gênant, c'est l'incapacité d'utiliser le focus picking en même temps que les zébras. Donc parfois bah, j'étais obligé de choisir entre mise au point manuelle et le fait d'avoir des zébras. Et ça quand même c'est un peu gênant. Alors après c'est possible lorsque tu utilises un Atomos, mais je trouve que ça devrait être une option envisageable aussi en interne parce que bah, justement c'est quand même assez compliqué de faire une mise au point manuelle lorsque tu es sur un petit écran. Donc pour moi c'est encore plus important d'avoir le focus picking plus le zébra lorsque tu n'as pas un écran externe. En résumé, le Nikon Z6 est un super boîtier qui à mon sens tient la dragée haute au Sony A7 III. Les deux présentent des avantages et inconvénients qui vont dépendre de la sensibilité de chacun et ça vaut toujours le coup de l'acheter en cette fin d'année 2020 que ce soit pour une utilisation amateur ou professionnelle. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ça me semble important de prendre un peu de recul par rapport à cette course à l'armement qu'on observe est mise en place par les marques. Parce que bon, filmer en 8K ou 4K 100 fps, je suis pas certain que ce soit très utile pour des vidéos qui finissent sur YouTube où plus de la moitié des gens regardent les vidéos sur smartphone. Et je vous parle même pas des investissements que ça représente au niveau post-production pour pouvoir utiliser les images dans vos logiciels de montage. Il faut quand même des sacrées bestioles. Je sais que la communauté tech aborde très rarement la question environnementale, mais à un moment, il faudra bien qu'on traite le sujet des émissions de CO2 liées à l'explosion des données qu'on observe aujourd'hui et qui est clairement expliquée par le nombre de vidéos qu'on upload aujourd'hui sur Internet. Et par les temps qui courent, je trouve que les marques devraient se concentrer pour faire des produits plus durables, avec la possibilité de faire des mises à jour, de changer des composants, la possibilité de faire des vidéos qui sont moins lourdes pour les logiciels et les serveurs. Parce que si on continue comme ça, la seule chose qu'on va pouvoir filmer ou prendre en photo, c'est des forêts calcinées et des carcasses d'ours polaires. Voilà, on se quitte sur cette note très enthousiaste. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Si vous aimez la rando et le voyage, n'hésitez pas non plus à vous abonner, puisque c'est quand même la majorité des vidéos que je fais. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.